Eh bien, on en arrive au dernier sujet du soir qui concerne la propulsion. Après mon cours sur la compensation, le lestage, et puis en premier lieu, c'était la ventilation. Euh, je, je vais avoir comme d'habitude, comme pour ce qui concerne les précédentes interventions, un sujet qui va se dérouler en plusieurs étapes, avec un rappel des principes de la propulsion jusqu'à ce qui vous intéresse le plus, les facteurs d'amélioration que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre propulsion et l'efficacité de tout votre palmage et les licences que vous pouvez parcourir pendant votre immersion en apnée. Alors, on va commencer par les principes de base. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pourquoi j'ai ça qui m'apparaît en plein écran, moi? Ah, j'avais une barre qui m'apparaissait devant mon écran, c'était pas très pratique. Alors, donc, commencer donc un rappel de ce qu'est le principe de la propulsion. La propulsion, c'est une réaction au service de l'action. Je vais expliquer en quoi c'est la réaction qui est utile dans le cadre de la propulsion. Qu'est-ce que c'est que la définition de la propulsion? La propulsion, elle est liée au fait qu'on fournisse une poussée à un corps, qui est ce qu'on appelle l'action, et à obtenir qu'il se déplace, et donc ce qu'on appelle la réaction. Donc, dans le cadre d'une propulsion, vous exercez un mouvement qui crée une réaction qui vous permet de vous déplacer. Alors, j'ai repris l'exemple que je vous avais pris dans le cadre du lestage qui concerne le sous-marin. Donc là, vous avez un sous-marin qui est en équilibre entre son poids et la poussée d'Archimède en fonction du volume d'air qu'il a conservé dans ses ballasts. Et pour pouvoir se déplacer, ce sous-marin exerce une action qui permet d'avoir une réaction qui l'entraîne vers l'avant. Et comme vous le savez, comme chacun le sait autour de cette vidéo, c'est que l'action est liée à la propulsion, enfin au fait de faire tourner l'hélice à l'arrière du sous-marin, que cette hélice fournit donc une poussée, une action sur l'eau, et c'est l'eau qui, en sens inverse, exerce une poussée sur l'hélice et sur le sous-marin d'une manière générale, en réaction de cette poussée sur l'eau exercée par l'hélice, et c'est ce qui fait que le sous-marin avance. Quelles sont les lois, les phénomènes physiques en jeu? Alors, j'aurais pu enlever physiologique, parce que là, c'est vraiment que du domaine physique en jeu. C'est lié d'un point de vue scientifique à des lois de Newton. Je vous engage pas à connaître toutes ces lois de Newton, mais à en connaître un peu quand même les principes, et notamment les deux principaux, qui sont que tout objet non soumis à une force conserve son état de repos, ou de mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire que pour un corps qui n'est pas en phase de déplacement, s'il n'a pas de force, mais il ne va pas bouger. Bon, bah, là, par exemple, vous êtes tous assis sur votre chaise ou sur votre canapé, sans soumettre de force, bah, vous n'allez pas bouger et vous serez obligé de dormir dans votre canapé ou sur votre chaise. Quand une force est déjà émise sur un objet, s'il n'est pas soumis à une force contraire qui va arrêter son déplacement, un objet serait censé poursuivre continuellement son déplacement une fois que la force a été mise en œuvre au départ. Donc ça, c'est le principe 1 des lois de Newton, qui est le principe d'inertie. La loi 2, je ne vous demanderai pas de la retenir, je les passe. Bon, voilà, faut savoir que les forces de
Newton s'exprime en masse fois l'accélération. C'est un des principes fondamentaux de la dynamique, mais on ne va pas rentrer dans ces sujets-là. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que toute force de réaction conduit à une force, toute force d'action, pardon, conduit à une force de réaction qui est opposée à la force d'action. La force d'action liée à la propulsion du sous-marin dans le déplacement de l'hélice qui est à l'arrière, elle est orientée dans le sens vers l'arrière et elle produit une force de réaction qui conduit à ce que le sous-marin avance en réaction. Et cette force de réaction est égale à la force d'action qui est mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments-là? Non. Alors, je passe. Quelles sont les forces à l'origine du mouvement? Alors, dans le cadre des éléments mécaniques, comme on a pu le voir pour un sous-marin, vous avez un moteur qui va fournir une énergie mécanique, qui utilise une énergie calorique pour pouvoir fonctionner, donc c'est le carburant, qui utilise de l'oxygène pour pouvoir pour pouvoir faire l'explosion du carburant, il y a besoin d'oxygène pour pouvoir générer ensuite la force mécanique. Donc l'oxygène, c'est le carburant. Vous avez donc un système moteur, un moteur à combustion qui va générer la force de propulsion et qui va utiliser comme vecteur du mouvement, comme vecteur de mouvement, soit la roue, ce qui concerne une voiture ou un véhicule motorisé terrestre en général, soit des hélices ou des pales pour ce qui concerne un sous-marin, ou un bateau à moteur, ou alors des turbines ou des réacteurs pour ce qui concerne des avions. Pour ce qui nous concerne, nous, humains, finalement, le fonctionnement est à peu près le même qu'une machine. Finalement, les hommes sont des machines. Là, on a aussi eu... précédemment, on avait une énergie calorique qui était au service de la mécanique. Là, on a également une énergie calorique à l'origine du mouvement, des mouvements humains. Vos muscles fonctionnent finalement un peu comme un moteur qui utilise également un carburant et l'énergie calorique liée au carburant que vous consommez, qui sont en fait votre base alimentaire. Vos muscles utilisent comme carburant l'oxygène pour pouvoir créer une énergie musculaire. Et ce sont ces muscles qui, de fait des mouvements que vous pouvez utiliser pour avancer, donc là, dans l'exemple que vous avez là en piscine, si vous faites la brasse, donc c'est la force de vos bras et l'action de vos bras sur l'eau et de vos jambes sur l'eau qui crée un vecteur de mouvement et une réaction de l'eau qui va vous faire avancer. Donc, je pense que là-dessus, je ne vous apprends pas grand-chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure le fait que tout objet soumis non soumis à une force, conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. Ça, dans les faits, ça n'arrive pas, conserver son mouvement rectiligne uniforme, parce que quand vous donnez un coup de palme dans l'eau, vous vous rendez bien compte que vous n'avancez pas perpétuellement, il vous faut en rajouter un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Bon, c'est lié au fait qu'il y a d'autres forces qui rentrent en jeu, et que finalement, votre déplacement est lié à une somme des forces à chaque instant et sur l'ensemble de votre déplacement. Donc, lorsque vous avez une action, dans l'exemple que vous avez ici, c'est la poussée sur un mur, vous avez une force de réaction qui est finalement votre avancée dans l'eau.
qui est confronté à des forces de frottement, que j'ai mis en rouge, des forces de frottement liées à l'eau, et votre pénétration dans l'eau, des forces de frottement qui peuvent être liées à la surface si par hasard vous approchez un peu trop de la surface, et d'autres forces qu'on a déjà vues la semaine dernière qui rentrent en jeu, que sont les forces liées à la poussée d'Archimède et votre poids et accompagné de votre lestage. Donc, dans l'exemple que vous avez ici illustré, et vous avez le cas de quelqu'un qui est sous-lesté et qui donc a une flottabilité positive et qui, lorsqu'il va pousser sur le mur, va avoir une poussée d'Archimède qui va le ramener vers la surface. Et le fait d'avoir cette poussée d'Archimède qui va le ramener à la surface, il va se retrouver en contact rapidement avec cette surface qui génère une force de frottement plus forte que quand on est sous l'eau. C'est ce qui fait que quand vous êtes mal lesté, vous êtes sous-lesté, vous poussez sur le mur en sans palme, vous vous retrouvez en surface, et ben, une fois que vous êtes arrivé en surface, vous n'avancez plus du tout. Et l'inertie que vous avez lancée ben, vous conduit à vous arrêter assez rapidement. Avec un bon lestage, ce qu'on a vu la semaine dernière, vous allez avoir une force, une résultante. Là, vous avez la résultante de la force des forces au fur et à mesure du temps lorsque vous êtes mal lesté. Si vous êtes bien lesté, vous allez avoir une force de réaction après votre poussée qui va vous conduire à avancer assez loin, des frottements de l'eau qui vont être moins forts que le cumul eau plus surface, et c'est ce qui fait que vous allez aller plus loin dans votre évolution sous l'eau. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Tout le monde avait identifié, j'imagine qu'en surface, les frottements sont plus importants que sous l'eau. Bon, je pose des questions qui sont un peu compliquées pour tout le monde de répondre. J'imagine que oui. Je poursuis. Il n'y a pas de questions. Philippe, tu vois pas de questions? Non, il y avait un sang qui met le pouce en l'air, c'est tout ce que je vois. Ok, d'accord. Alors, quels sont les mécanismes de la propulsion qui rentrent en jeu au niveau du corps humain? On va rentrer un peu plus dans le détail que ce que j'évoquais tout à l'heure, carburant, comburant, et puis développement musculaire. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà vues ensemble dans le cours sur la ventilation. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que vos muscles utilisent des carburants, comburants pour fonctionner. Vous voyez que là, quand on cumule les schémas fonctionnement du muscle, fonctionnement et de la ventilation, on complexifie un peu le dispositif. Bon. En résumé, je reviens au muscle qui est ici. On a évoqué tout à l'heure qu'il consomme un comburant qui est l'oxygène, qu'il consomme du glucose et que en consommant ça, il génère du CO2. Donc, c'est ce qui va permettre votre activité physique et vos déplacements. On a déjà vu précédemment que c'est la circulation sanguine qui permet de faire la circulation et les équilibres de taux d'oxygène et de taux de CO2 dans le sang via les voies aériennes et les poumons qui permettent de recharger en oxygène et de se décharger en CO2. Pour ce qui concerne l'activité de vos muscles, vous avez aussi besoin qu'intervienne tout votre système digestif pour absorber l'ensemble des nutriments liés à votre alimentation, en commençant par le fait que vous devez les ingérer,
les digérer dans votre estomac. Et puis, une fois qu'ils sont digérés dans votre estomac, ils passent dans votre intestin. Et au niveau des villosités de vos intestins, au niveau de la cavité de l'intestin grêle, vous avez les nutriments qui traversent, un peu comme dans le cas de l'oxygène ou du CO2 qui traversent les membranes pour passer dans le sang. Ben, vous avez le même dispositif dans vos intestins, où là, vos vaisseaux sanguins permettent de récupérer les nutriments fournis liés à votre alimentation. Voilà. Donc, c'est votre alimentation qui rentre en jeu, votre oxygénation qui rentre en jeu dans la capacité d'utiliser vos muscles. Et pour rappel, à l'échelle de vos muscles, c'est l'activité cellulaire qui permet la fameuse contraction musculaire. Et on va rentrer un peu plus dans le détail pour vous décrire cette activité musculaire. Est-ce qu'il y a des questions sur les éléments que je vous ai grosso modo plus rappelés qu'autre chose pour l'instant? Pas de questions? Je poursuis. Je poursuis. Ah, on arrive dans des schémas un peu plus complexes. Comment fonctionnent vos muscles? Alors, à savoir que vos muscles sont scientifiquement, on dit ce sont des muscles striés squelettiques. Et je vais vous décrire finalement l'anatomie de votre machine humaine. Bon, il y a un certain nombre de choses que vous savez, que vos muscles ne peuvent fonctionner que parce qu'ils sont raccordés à votre système osseux par des tendons. Évidemment, un muscle tout seul, s'il n'est pas rattaché à votre squelette, ben, c'est pas ça qui vous fera déplacer. Après, vous avez ici un descriptif un peu détaillé, un peu complexe de ce que c'est que votre muscle. Bon, à savoir que votre muscle, ici, se décompose en de multiples faisceaux que vous voyez là dans l'illustration. Là, vous en avez un qui est développé pour vous montrer ce que c'est qu'un faisceau. Chaque faisceau très innervé en termes de neurones, mais aussi en termes de vaisseaux sanguins, comporte des fibres musculaires. Voilà. Chaque fibre musculaire que vous avez ici en exemple comporte des myofibrilles et là vous avez une myofibrille chaque myofibrille est composée de ce qu'on appelle des sarcomères. Vous en avez un exemple ici, reproduit ici. Voilà, un sarcomère, là, vous avez donc la myofibrille, là, vous avez, et dans chaque sarcomère, vous avez des myofilaments. Ils vous sont décrits ici, avec des têtes des filaments de myosine et des filaments d'actine. Donc, je vais vous décrire un petit peu plus après. Donc, ça vous permet de voir un petit peu ce qui est l'anatomie d'un muscle. Et on va voir un peu ensuite le fonctionnement du muscle. À savoir quand même, et c'est ce qui est très important de savoir, c'est que vos muscles, donc là on est à l'échelle cellulaire, hein, quand on arrive au niveau des sarcomères, au niveau de l'échelle cellulaire, ces sarcomères sont très alimentés très innervé pardon, par votre système nerveux, mais aussi par les vaisseaux sanguins, ce qui permet d'apporter à vos muscles les comburants et le carburant qu'on a évoqué, donc le comburant, l'oxygène, et les aliments, les micronutriments qui sont passés dans vos villosités au niveau de l'intestin. Donc c'est comme ça que sont alimentés au niveau cellulaire vos muscles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce descriptif de ce qu'est un muscle?
j'ai oublié un petit élément qui est important. Donc, j'ai évoqué le fait que vous avez des neurones qui permettent, c'est ce qui va déclencher la contraction musculaire quand vous allez décider de vous déplacer. Les vaisseaux sanguins, j'en ai parlé. Un point que j'allais omettre et qui est important de mettre en commun en avant, c'est que au niveau donc des myofilaments, vous avez des mitochondries et ces mitochondries, ce sont les systèmes qui permettent d'apporter l'énergie nécessaire à l'utilisation de vos muscles à l'échelle donc cellulaire, donc à l'échelle des sarcomères. C'est un peu compliqué. On n'en aura pas de retenir tout ça, évidemment. Mais je trouvais intéressant que vous reteniez quand même un certain nombre de choses, que finalement, votre fonctionnement musculaire, il est lié à un fonctionnement cellulaire, et on va voir comment ça fonctionne exactement derrière en termes de contraction musculaire. Des questions? J'avance? A priori, il n'y a pas de question. Ce que vous voyez là, c'est un schéma, d'accord? De schéma de ce qu'est le sarcomère que je vous ai présenté ici et ici, avec les les filaments de myosine et les filaments d'actine. En fait, il faut comprendre que grosso modo, ça fonctionne comme des tubes, des demi-tubes que vous avez à droite et à gauche, plutôt à gauche et à droite, et à l'intérieur desquels vous avez cette fibre, ce filament de myosine qui est l'élément contractile de votre muscle. Ici, vous retrouvez ce schéma-là avec ces tubes, demi-tubes de chaque côté et les filaments intermédiaires. Donc là, on est à l'échelle de sarcomère. Vous en avez plusieurs. Enfin, vous avez un sarcomère avec plusieurs cellules les unes à côté des autres, avec les têtes de myosine et les têtes d'actine qui sont ici. Donc ça, le sarcomère, c'est ce qu'on appelle l'unité contractile. C'est l'élément qui, multiplié par le nombre de sarcomères qu'on a pu voir dans le muscle, donc il y en a énormément dans chaque muscle, c'est ce qui va permettre la contraction de votre muscle entier, mais en fait, c'est une c'est une somme de la contraction de l'ensemble des sarcomères. Pour qu'il y ait contraction, vous voyez ici les molécules de myosine qui se contractent et qui deviennent un peu plus épaisses. Pour qu'il y ait contraction, il y a besoin d'énergie. Donc, c'est l'énergie qui est apportée au muscle qui va permettre de générer cette contraction, les filaments de myosine qui vont se contracter et qui vont tirer sur les parois, sur l'actine de chaque côté. Vous voyez qu'ici, l'espace vide se restreint au niveau de la contraction. Donc, à l'échelle de chaque sarcomère et à l'échelle de la contraction de chaque sarcomère, ça crée du coup une compression du muscle, enfin, du sarcomère. Et quand on cumule l'ensemble des sarcomères, on a une compression générale du muscle qui crée une contraction du muscle. Donc, dans ce cas-là, dans cette situation-là, vous avez donc le muscle qui est relâché. Et dans cette situation-là, vous avez le muscle qui est contracté puisque vous avez une réduction de cet espace-ci à l'échelle de chacun des sarcomères sur toute la longueur, toute la longueur et sur toute l'épaisseur de votre muscle. C'est ce qui crée finalement le mouvement, dans le cas particulier, dans cet exemple-là, de la flexion du bras. La source d'énergie qui est utilisée pour vous contracter vos muscles et contracter les sarcomères, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et à savoir que l'ATP est en quantité limitée dans votre muscle, 2,5 grammes par kilo de muscle, et qui permet de générer seulement 1 seconde d'effort intense. Donc, si ce n'est pas un effort d'intense, ça sera un peu plus. Mais donc que finalement, il est important de pouvoir régénérer l'ATP au fur et à mesure de ces efforts pour pouvoir avoir un effort physique plus intense que seulement 1 seconde.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce fonctionnement cellulaire qui explique le fonctionnement musculaire? Retenez surtout que sans énergie, pas de contraction possible à l'échelle cellulaire et donc musculaire d'un point de vue général. Pas de main levée, Philippe? Non. Pas de questions dans le chat non plus? Si, attends, j'ai des questions là. Ah, Non, c'était des questions d'avant. Non, c'était des questions sur la présentation d'avant. d'accord, ok. Je poursuis. Alors, vous avez compris que ce qui est important pour pour vous permettre d'utiliser au mieux votre contraction musculaire, puisqu'on n'a pas beaucoup d'ATP, enfin, en tout cas, on a de l'ATP, de l'adénosine triphosphate dans ces muscles en quantité limitée pour pouvoir générer un effort sur la durée, enfin, qui ne permet pas de générer un effort sur la durée. Donc, il est important de pouvoir renouveler cette énergie apportée par l'ATP. Il y a plusieurs filières énergétiques qui permettent de renouveler cet ATP dans votre corps. Vous ne vous en rendez pas compte, mais dans votre quotidien ou dans vos activités physiques, il y a plusieurs filières énergétiques qui rentrent en jeu dans la contribution à générer de l'énergie utile pour le fonctionnement de vos muscles. La première, qui est la plus connue, qu'on appelle la filière aérobie, elle est liée à la respiration cellulaire dont on a parlé sur le premier cours lorsqu'on a fait la ventilation en distinguant ce que c'est que la ventilation de la respiration. Donc, pour rappel, la respiration cellulaire, c'est l'activité cellulaire qui permet justement d'utiliser le comburant, l'oxygène, associé au glucose au sein de vos cellules. Donc, et donc la dégradation du glucose dans l'usage de l'oxygène génère le CO2, on en a parlé déjà, génère de l'eau également, on en a parlé également, et c'est la dégradation du glucose conduit à la production d'énergie. À savoir que pour chaque molécule d'oxygène consommée et molécule de glucose consommée dégradée, l'activité de cette filière qu'on appelle donc la filière aérobie, liée à l'usage d'oxygène apporté de manière liée à la ventilation, c'est une filière assez productive puisque pour chaque molécule de glucose, on génère 36 molécules d'ATP, la fameuse adénosine triphosphate que je vous ai évoquée tout à l'heure, qui est la source de l'énergie utile pour la contraction musculaire. C'est donc la filière énergétique la plus efficace en termes de fonctionnalité. Vous allez voir que les autres filières ne génèrent pas autant d'ATP. C'est la plus rentable parce qu'elle génère 36 ATP par molécule de glucose. Par contre, c'est une filière énergétique qui n'est pas instantanée. C'est-à-dire que vous comprenez bien que quand vous démarrez un effort, on en a parlé déjà la fois précédente, le temps où vous accélériez votre ventilation et que cet oxygène arrive à vos cellules et que le glucose soit utilisé, dégradé pour produire de l'énergie, ben, la première seconde d'effort intense, elle va être passée. Et du coup, vous seriez amené à vous arrêter là, dans votre activité physique, au bout d'une seconde, parce que ce n'est pas en une seconde qu'on arrive à mettre en place tout ce système énergétique pour votre fonctionnement musculaire. Heureusement, la nature est bien faite. On a d'autres filières énergétiques qui interviennent avant que cette filière énergétique rentre en jeu. Ce sont des Alors, avant d'entrer sur ces filières énergétiques, est-ce qu'il y a des questions sur celle-ci
La filière aérobie liée à la respiration cellulaire, je pense que c'est celle que tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas de particulières? question. Non, pas de questions. Bon. Il y en aura sans doute plus sur les autres. Donc comprenez bien en tout cas que cette filière-là, elle génère beaucoup d'énergie, sauf qu'elle ne peut pas être mise en œuvre immédiatement dans votre démarrage d'activité. Enfin, elle n'est pas suffisamment rapide dans sa mise en œuvre pour pouvoir aller au-delà enfin, compenser le fait que votre ATP dans vos muscles ne permet de générer qu'une seconde d'effort intense. Donc, il y a d'autres filières énergétiques pour les efforts immédiats qui interviennent avant que la filière aérobique se mette en place. Alors, les deux autres qui existent sont des filières anaérobiques, c'est-à-dire des filières qui n'utilisent pas l'apport d'oxygène, et la première étant la filière anaérobie lactique. Alors, ce sont des filières un peu complexes. Il faut comprendre que tout simplement, dans votre corps, vous avez des sources de stockage en glycogène au niveau et vous en avez notamment dans vos muscles, entre les sarcomères dont on parlait tout à l'heure. Donc, du glycogène, sont des molécules assez complexes, et votre corps est capable de les dégrader. Ça s'appelle la glycogénolyse, qui les dégrader en glucose et de les grader en acide pyruvique, qui va conduire au fameux acide lactique que là vous connaissez sans doute. Et cette dégradation du glycogène au glucose, à l'acide pyruvique et à l'acide lactique produit une énergie qui est faible par molécule, d'accord? Puisque par molécule de glucose, cette fois-ci, ça ne génère que 2 ATP. Alors, c'est une filière qui est active avant l'apport d'oxygène par rapport à la ventilation, ce qu'on parlait tout à l'heure, qui est peu rentable, mais qui est aussi limitée sur la durée dans son usage, parce qu'elle provoque une baisse du pH du sang, elle génère de l'acide lactique, et que, comme vous le savez tous, l'acide lactique, c'est ce qui a tendance à générer des crampes. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette filière énergétique? Je vais vous parler après de comment elles s'enchaînent les unes les autres. Mais comprenez donc du coup qu'en fait, finalement, votre corps, pour les efforts immédiats, avant que la filière aérobique se mette en place, bah, il utilise des moyens autres qui sont de dégrader du glycogène que vous aurez stocké dans votre corps auparavant par rapport à votre alimentation. Donc, quand vous vous alimentez, vous générez des stockages. Alors, vous savez qu'on peut générer des stockages de graisse, bah, ou générer des stockages de glycogène également, qui sont utiles dans votre fonctionnement musculaire et dans vos activités sportives. Pas de questions, Philippe? Non, pas de questions. Moi non plus, je ne vois pas de main qui se lève. OK, je poursuis. Alors, il y a une deuxième filière anaérobique qui, elle, s'appelle alactique parce qu'elle ne produit pas cette fois-ci d'acide lactique. Elle n'utilise toujours pas d'oxygène puisque c'est une filière anaérobie. Par contre, elle utilise une autre molécule qui est la phosphocréatine. Alors, bon, c'est encore un peu plus complexe. Elle intervient aussi avant la filière aérobique. Elle est moins rentable que la filière anaérobique lactique qu'on a vue juste avant. Elle est assez instantanée, mais elle est très limitée, puisque là, pour le coup, pour une molécule de créatine, pour une molécule de phosphocréatine, sa dégradation en créatine via l'intervention d'une créatine phosphokinase. Bon, voilà, ne retenez pas tout ça, mais la dégradation de la phosphocréatine en créatine ne génère que une molécule d'ATP
par dégradation. Euh, alors quand je dis, je l'évoquais, quand je dis, j'ai pas eu de question là-dessus, mais quand je dis générer une molécule d'ATP, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, il faut dans votre corps, quand on dégrade de l'ATP, j'ai peut-être zappé tout à l'heure de le dire, quand on dégrade l'ATP, il se transforme en ADP, donc adénosine diphosphate, plus un phosphate à part. Et finalement, la filière énergétique permet de rattacher le phosphate à l'ADP pour faire une adénosine triphosphate. Et donc l'ATP permet de stocker l'énergie qui sera utilisée ensuite par les muscles. Bon. Et j'étais clair. Retenez qu'il y a retenez pas tous ces détails, retenez qu'il y a trois sources d'efforts, il y a trois filières d'apport énergétique musculairement, et que les autres ne se valent pas, que la principale étant quand même la filière aérobie qui génère le plus d'énergie que les autres. Mais que pour autant, les deux filières anaérobiques sont très importantes puisque ce sont celles qui vous permettent de démarrer un effort avant que n'intervienne votre filière aérobique. Alors, voilà. En résumé, vous l'avez là. Une molécule d'ATP à chaque fois, quand elle est utilisée pour la contraction d'un muscle, la molécule d'ATP, elle se transforme en ADP avec un phosphate libre. Pour pouvoir régénérer l'ATP, vous avez ces trois filières qui rentrent en jeu. L'anaérobie alactique, mais qui ne génère, qui ne génère qu'une molécule d'ATP. L'anaérobie lactique qui en génère deux par dégradation du glycogène. Et la filière aérobie qui, elle, par dégradation du glucose, va générer 36 ATP. Voilà. Et dans votre fonctionnement musculaire, dans le cadre d'une activité, dans le cadre d'un effort que vous mettez en place, vous commencez par exemple à courir ou vous commencez à palmer dans votre bassin pour vous déplacer. Voilà. Eh bien, les différentes filières s'enchaînent successivement dans votre fonctionnement. En premier lieu, celle qui est la moins rentable, mais qui est la plus rapide à mettre en place. Vient ensuite la filière anaérobie lactique, celle qui fait notamment quand vous courez, qu'à un moment donné, au début de vos efforts, allez, si vous courez dans les 10 premières minutes d'effort, à un moment donné, vous allez commencer à sentir cet acide lactique qui vous prend un peu au mollet, qui vous rend un passage, qui crée un passage un petit peu délicat dans le démarrage de votre activité physique. Et puis, progressivement arrive la filière aérobie qui se met en place et qui, notamment pour un effort prolongé, va être la source principale d'apport d'énergie pour votre corps. En fait, qui va être la source principale d'apport d'énergie dans votre corps, à condition que vous ayez une bonne ventilation, une bonne oxygénation du coup de votre sang, et que vous ayez un carburant suffisant aussi à l'intérieur de votre corps, donc suffisamment de glycogène pour pouvoir produire un effort sur la durée. Y a-t-il des questions sur ces enchaînements des trois filières énergétiques? J'en attends des questions normalement à ce stade. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est pas normal. Ah, je vois mal se lever, Baptiste. Ouais, du coup, nous, dans notre cas, on est bien d'accord que notre activité essentiellement est sans oxygène. Ah, on a Donc, deux. Ouais. voilà.
Donc, Donc, on est plutôt sur des efforts, sur nos temps de récup, surtout. Ça va surtout, on va surtout se concentrer à récupérer les déchets qui ont été fabriqués pendant le temps d'effort. Si je comprends bien, en fait, nous, la première filière, on en parle, enfin, à la voie numéro 3 aérobie, c'est des efforts de type un peu endurance, qui durent dans le temps. Nous, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. ah bah, faut comprendre qu'effectivement, dans nos activités, mais cette filière-là, elle rentre peut-être moins en jeu, mais elle rentre quand même en jeu, hein. Faut comprendre que bon, quand tu vas t'échauffer, tu vas utiliser ces filières-là au tout début. Euh, Mhm. mais une fois que ton échauffement il va être terminé, tu seras dans cette filière-là, y compris en apnée. D'accord. D'accord? Hein. Euh, Parce qu'en fait, et heureusement, parce que tu comprends bien que les filières, ces filières d'efforts énergétiques, enfin, ces filières énergétiques d'anaérobie, elles, elles ont leurs limites liées au fait qu'il faut que la phosphocréatine ou que le glycogène il soit reproduit pour pouvoir l'utiliser longtemps. Et en fait, on n'a pas forcément énormément de glycogène disponible ou de phosphocréatine disponible pour des efforts prolongés. Donc, il ne faut pas imaginer qu'à chaque début d'apnée, on n'utilise que ça et que, en fait, on n'utilise jamais la filière aérobie. Non. Ces filières-là, elles vont entrer en jeu au démarrage de votre échauffement. D'accord. Et ensuite, vous serez sur de la filière aérobie. D'accord? Et y compris en apnée, c'est pas parce que vous ne ventilez pas que c'est pas l'oxygène que vous avez pris dans vos poumons qui va servir en premier lieu pour fournir l'énergie, enfin le carburant nécessaire au fonctionnement de vos muscles. Par contre, évidemment, au fur et à mesure du temps de l'apnée, cette filière énergétique, elle va chuter parce que l'oxygène qui va être apporté va être moindre. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, aussi musculairement, si vous faites, pour ceux qui ont des apnées qui durent, ben, on sent un petit peu que ça devient un peu compliqué musculairement parlant parce que ça devient plus dur, on a moins d'énergie pour pouvoir. Alors, une des questions que moi je me pose et pour laquelle j'ai pas forcément eu la réponse à ce stade de ma formation, mais peut-être que je l'aurai dans la suite de ma formation, c'est je me pose la question dans quelle mesure, en fin d'apnée, lorsqu'on a effectivement consommé en grande partie l'oxygène qu'on avait dans les poumons et que du coup on a des taux d'oxygène qui baissent dans le sang, je me demande dans quelle mesure, en fin d'apnée, ces dépenses énergétiques-là ne peuvent pas reprendre, redonner un effet. En fait, c'est à ça que je pensais tout à l'heure, c'est qu'en fin d'effort, quand tu fais des apnées ou si tu pousses et que tu palmes, tu sens qu'en fait, ce qui fait mal au bout d'un moment, pour moi, c'était justement la présence d'acide lactique, tu vois, du Mais déchet que tu commences à sentir dans les jambes. je pense effectivement que, alors, il y a de je pense effectivement que quand on est en apnée, donc là, et qu'on a passé la phase d'échauffement, et donc du coup on est plutôt sur cette filière énergétique-là, Hum. je pense qu'effectivement quand on en arrive au seuil, un certain seuil où le taux d'oxygène devient bas, on a cette filière-là, cette filière-là, elle n'intervient pas, elle ne peut pas intervenir beaucoup et longtemps. Vous voyez que cette filière-là, elle est susceptible quand même d'intervenir relativement longtemps sur une dizaine de minutes, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Et je pense qu'effectivement, cette filière-là, en fin d'apnée, elle réintervient en proportion par rapport au fait que, au fur et à mesure ici, on baisse. Et c'est ce qui fait que on a ces situations de douleur de jambes qui apparaissent sur des apnées prolongées en bipalme et la sensation de jambes lourdes qu'on peut avoir et voire des crampes pour certains et qui sont liées directement à l'acide lactique.
Merci, c'était la question que j'attendais. Y a-t-il d'autres questions? D'autres mains levées? Non, a priori, non. Eh bien, je poursuis. Alors, il nous reste 20 minutes. Je vais essayer d'être efficace. Je vais aborder les différentes techniques liées à la propulsion en apnée et expliciter un certain nombre de principes qui vont vous servir pour bien comprendre les enjeux de votre pratique pour améliorer en particulier vos performances. Euh, bon, en termes de propulsion en apnée, il y a plusieurs moments où on a enfin, plusieurs étapes pour lesquelles enfin, il nécessite de bien comprendre les enjeux. Et en particulier, la première des choses qu'on fait, c'est l'immersion. Et donc, dans le cadre d'une immersion, il y a une propulsion qui est associée. Alors, on va revoir les différents types d'immersion et comprendre un peu un certain nombre de choses qu'on peut vous évoquer lorsqu'on est en piscine en vous disant oui, quand tu fais ton canard, il faut faire ceci, il faut faire cela, et ça améliorera ton efficacité. On va essayer de comprendre ces différentes le pourquoi de ces conseils qu'on peut vous donner dans l'eau. Bon, je vous rappelle les principes du canard. En premier lieu, pour pouvoir faire un bon canard, en premier lieu, il faut se donner un peu d'élan, donc avec un léger palmage en surface. En deuxième, vous basculez votre buste à la verticale, vous levez une jambe, voire les deux. Donc dans un premier temps, le mieux c'est d'avoir une jambe en premier et la deuxième ensuite, parce que la jambe qui reste sur l'eau vous permet de garder un appui sur l'eau. Le fait de ressortir les deux jambes, la deuxième jambe levée, va vous permettre, une fois que vous aurez les jambes serrées, d'avoir une pénétration dans l'eau et de pouvoir ensuite poursuivre votre palmage. Donc là, on est dans l'exemple d'une descente en fosse, par exemple, mais bon, on peut faire des canards aussi dans 2 ou 3 mètres d'eau. Derrière, c'est précision sur je sors une jambe, je sors la deuxième, j'essaie d'avoir les jambes serrées et pour pouvoir bien descendre. Il y a des explications qui vous allez comprendre assez simplement. J'ai repris les différentes étapes et j'ai repris l'exemple de ce qu'on avait eu la semaine dernière dans le lessage de quelqu'un qui fait 78 kg en surface et qui a une poussée d'Archimède de 82 kg, c'est-à-dire une flottabilité positive en surface. Donc, en surface, je flotte, je lève une jambe, je sors la jambe de l'eau. En fait, alors je flotte, j'ai une poussée d'Archimède qui est de 90 kg. À partir du moment où je sors une jambe de l'eau, je sors un volume qui était dans l'eau. Donc, je commence à réduire ma poussée d'Archimède. J'ai sorti la jambe. J'ai moins de déplacement d'eau lié à ma jambe qui était dans l'eau. Donc, j'ai une poussée d'Archimède qui baisse à 78 kg. Je lève complètement mes deux jambes, mes deux palmes hors de l'eau. Et je réduis. Alors là, j'ai peut-être un peu exagéré sur la réduction de la pression de la poussée d'Archimède, mais bon, vous comprenez le principe. Le fait de sortir mes jambes de l'eau de manière bien accentuée fait qu'en fait, je réduis le volume d'eau déplacé par mon corps en surface, et donc je réduis la poussée d'Archimède. Et c'est l'efficacité de la sortie de mes jambes hors de l'eau qui va faire qu'en fait, mon poids devient plus fort que le poids
de la poussée d'Archimède et génère un déplacement vers le bas, une coulée. Et si je serre bien les jambes, je vais éviter les frottements et c'est ce qui va me permettre de bien descendre lors de mon canard. Ensuite, une fois les palmes dans l'eau, vous pourrez commencer votre palmage et il sera efficace puisque vous aurez déjà gagné de l'élan du fait d'avoir bien sorti vos pieds de l'eau, vos jambes de l'eau, de manière générale, et bien serrer vos jambes une fois l'entrée dans l'eau. Vous avez compris pourquoi on insiste sur le fait de bien mettre ses jambes hors de l'eau quand on fait le canard, de bien serrer vos jambes lorsque vous faites le canard pour éviter les frottements, puisque une fois à la descente, vous avez les frottements qui se mettent en place. Et finalement, la résultante de votre déplacement, enfin, la résultante de votre déplacement à ce stade-là, eh ben, il va créer une vitesse vers le bas qui sera après contrecarrée à un moment donné par le fait que votre poussée d'Archimède va redevenir euh, plus forte, mais un peu moins forte que quand vous étiez en surface, puisque vous êtes en profondeur et que votre corps commence à s'écraser. Donc pensez bien, lorsque vous faites votre canard, à bien lever les jambes, bien sortir les jambes, parce qu'en fait, c'est ce qui vous permet de lutter contre la poussée d'Archimède et de descendre en profondeur. Des questions? C'est assez clair? Pas de questions, pas de main levée? Pas de main levée, pas de questions. Bon, là, on est dans la situation du canard plutôt pour des plongées en fosse ou en mer. C'est pas la pratique la plus courante quand on est en piscine. En piscine, vous avez deux autres techniques d'immersion, le phoque et puis on va en voir une après. Donc, le phoque, c'est pas tellement utilisé non plus, mais le principe est à peu près le même dans les objectifs par rapport au canard. Lorsqu'on lorsqu'on veut descendre en phoque, c'est-à-dire en descendant à la verticale, tête en haut, pour pouvoir descendre facilement, au même titre que le canard, l'idée, c'est de trouver les moyens, en premier lieu, de sortir le haut du corps de l'eau pour réduire la poussée d'Archimède, d'accord, et permettre ensuite de descendre à la verticale avec le poids, à l'aide de son poids. Donc, le principe du phoque, c'est donc de commencer à avoir des mouvements de bras associés à un mouvement de jambes pour pouvoir créer une action qui crée la réaction de la sortie du bus hors de l'eau. Une fois qu'on a le bus sorti de l'eau, on tend les bras bien vers le haut, on serre bien les palmes d'en bas, et si on est bien vertical, si on a bien sorti un volume important de son corps à l'extérieur de l'eau, la poussée d'Archimède va être nettement inférieure et ça va vous permettre de couler, de créer un effet une réaction de couler parce qu'en fait vous avez généré une flottabilité négative en sortant votre buste de l'eau. Ce qu'on utilise le plus souvent en piscine, c'est ni le phoque ni le canard. En fait, c'est une variante. Enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas faire un vrai canard quand vous êtes en piscine. Le canard, pour bien le faire, il faut rentrer à la verticale et finalement, vous n'êtes pas dans le bon sens une fois que vous êtes à la verticale pour pouvoir vous déplacer ensuite sur le fond.
En plus, comme on n'a pas beaucoup de profondeur d'eau, si vous êtes en faisant le canard, une fois que vous allez avoir les palmes rentrées dans l'eau, ben, en fait, vous aurez la tête ou les bras collés sur le fond, et donc c'est pas ce qui est le plus pratique. Sur les petits fonds, et notamment en bassin, ce qu'on vous conseille, c'est d'appliquer, bon, j'appelle ça le semi-canard, ça n'a pas vraiment de nom, mais j'ai mis ce nom-là. Et ça, que ce soit avec ou sans palme, c'est plutôt, enfin, ça peut être utilisé avec ou sans palme. On verra qu'en sans palme, on utilise encore une autre technique, mais ça peut être utilisé avec ou sans palme. Alors, sur le principe, c'est à peu près la même chose que le canard, si ce n'est que donc on a un élan au départ. On incruste on incline son buste de manière moins prononcée. On peut lever une jambe, voire les deux. Une jambe peut suffire. Pour autant que pour accompagner votre mouvement vers le bas, vous génériez en plus un mouvement de brasse des bras. Et ça, vous n'êtes pas forcément nombreux à le faire. On verra ça en bassin. Et l'usage des bras pour descendre dans l'eau, c'est quand même très efficace. Donc, essayez de tenter l'expérience les fois prochaines pour ceux qui ne le font pas. Donc vous partez le bras tendu, vous inclinez le buste, vous levez la jambe, et à ce moment-là, vous faites un mouvement de bras qui va vous propulser un petit peu vers le bas. Vous serez accompagné d'un effet intéressant parce que vous aurez réduit votre poussée d'Archimède en sortant la jambe, et ça va vous permettre de glisser, d'être très vite dans l'eau puisque vous êtes en situation inclinée, d'avoir très vite les palmes dans l'eau, et de pouvoir engager, une fois que vos palmes sont dans l'eau, des mouvements de palmes qui vont vous permettre d'avancer et puis de faire un retour progressif à l'horizontale, mais assez rapide puisque vous n'êtes pas sur un vrai canard pour pouvoir vous déplacer. Toutes ces situations-là que l'on voit d'une manière théorique, on les verra de manière pratique, évidemment, ou on l'a déjà vu pour un certain nombre de manière pratique en piscine. Mais pour ce qui concerne la piscine, je vous engage à faire le semi-canard, c'est quand même ce qui est le plus efficace, le moins énergivore, notamment parce que si vous faites un canard, que vous devez vous redresser, ça crée pas mal d'énergie, alors que dans cette situation-là, vous voyez bien que c'est fluide. On est légèrement incliné et on peut poursuivre tout de suite son évolution sous l'eau. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. J'insiste sur les jambes et les palmes serrées lors de la pénétration dans l'eau. C'est ce qui créera le moins de frottement et qui vous permettra de mieux rentrer dans l'eau, enfin d'entrer dans l'eau efficacement. Bon, on a vu le phoque tout à l'heure. Le phoque, là où on l'utilise le plus dans nos évolutions, c'est quand on fait du sans palme. Alors évidemment, ça se pratique d'une façon un peu différente par rapport à la situation tout à l'heure que je vous évoquais avec mouvement de palme et mouvement de bras. Je vais revenir en arrière avec mouvement de bras et mouvement de palme pour pouvoir sortir le buste de l'eau et ensuite descendre à la verticale. En sans palme, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Lorsqu'on pratique le sans palme, que ce soit avec Philippe ou avec moi. Mais pensez bien, j'insiste là-dessus, sur le fait que ce qui va vous aider à descendre pour vous retrouver en situation de mi-profondeur de bassin, là où vous êtes lesté normalement correctement pour pouvoir ensuite évoluer, ce qui va vous aider à descendre, c'est le fait de bien réussir votre phoque. Et pour bien réussir un phoque en sans palme, il faut prendre un bon appui sur le bassin pour pouvoir sortir son haut du buste. Évidemment, c'est pas avec les jambes qu'on va y arriver,
parce qu'on n'a pas beaucoup de force pour pouvoir se sortir le corps de l'eau avec les jambes. Donc, c'est en prenant un appui sur le bassin avec un de ses bras qu'on arrive à sortir le haut du buste et que une fois qu'on tend les bras en l'air, on arrive ensuite et qu'on a les jambes bien serrées dans l'eau, bien recroquevillées, on arrive à descendre à la verticale pour ensuite réaliser la culbute, se positionner en position idéale. On est déjà à mi-hauteur d'eau, donc là où on est normalement bien lesté, donc en flottabilité neutre. Et une fois qu'on est sur notre zone d'évolution en flottabilité neutre, eh bien, on fait cette bascule, on s'appuie sur le mur, on pousse sur le mur en essayant de pousser le plus à l'horizontale possible pour éviter d'aller soit vers le bas, vers le haut. Cette poussée, accompagnée d'un resserrement des jambes une fois la poussée réalisée, cette poussée horizontale va vous permettre d'être le plus efficace possible. Pensez bien à ce stade-là, parce que sinon, ce qui arrive fréquemment, c'est que la plupart du temps, lorsque vous vous retrouvez en situation de poussée, au lieu d'être au niveau de votre flottabilité neutre, c'est-à-dire à 1,50 m ou 2 mètres de profondeur, eh bien, vous vous retrouvez un peu plus haut et vous êtes obligé de mettre les pieds plus haut pour pousser vers le bas et rejoindre votre zone de flottabilité neutre. Et cette poussée que vous allez réaliser vers le bas pour retrouver votre zone de flottabilité neutre, c'est un effort physique qui va lutter contre la poussée d'Archimède à ce moment-là, lorsque vous poussez sur le mur, au lieu de l'utiliser votre force pour aller vers l'avant. Et donc, c'est bien à ce moment-là qu'il faut générer une force suffisante pour sortir le corps de l'eau, pour que ensuite votre corps descende tout seul et lutte tout seul contre la poussée d'Archimède et jusqu'à atteindre le seuil de flottabilité neutre à mi-bassin, à mi-profondeur de bassin. Bien compris tout ça? Ce sont des choses qu'on verra évidemment, qu'on a déjà vu avec un certain nombre, qu'on a déjà dit avec un certain nombre, mais prenez bien conscience que de l'intérêt de l'immersion initiale pour rejoindre tout de suite la zone de flottabilité neutre liée à votre lestage, comme on l'a vu la semaine dernière. Il n'y a pas de main qui se lève? Non. Non. Alors, on arrive bientôt à la fin, tant mieux. Bon, j'en arrive à quelques consignes pour une bonne propulsion. Je vais parler ce soir que du bipalme, parce que bon, vous comprenez que là, il y a des schémas. Il y a certaines choses qui se schématisent encore assez bien. J'ai essayé, tenté l'expérience de faire des schémas ensuite pour le sans palme ou monopalme. Je ne suis pas aussi doué, et puis en sans palme, ça devient un peu compliqué pour faire les schémas. Bon. Je me concentre sur le bipalme, qui est quand même ce que vous pratiquez le plus quand vous êtes sous l'eau. Et on verra un certain nombre de choses en complément en bassin pour les autres activités. Alors, il y a des points essentiels une fois que vous avez fait votre canard, ou votre semi-canard plutôt, une fois que vous avez rejoint votre zone de flottabilité neutre parce que vous avez un bon lestage et qu'il est bien au bon endroit et que vous êtes bien à l'horizontale, pour avoir une efficacité dans votre déplacement, il y a un certain nombre de choses à prendre en considération. Cette efficacité, elle va être liée en grande partie au frottement lié à votre déplacement. Et donc, une de vos
Un des éléments sur lesquels vous devez vous tâcher à vous concentrer si vous voulez progresser dans les distances que vous allez pouvoir réaliser en apnée, c'est de réduire ces frottements. Parce que à chaque frottement dit plus d'efforts pour pouvoir avancer dans l'eau. Donc, dans les principes principaux qu'on vous répète en bassin, qu'on vous redira encore, évidemment, et encore, parce que finalement, on n'est jamais parfait. Le premier, c'est d'avoir les bras bien tendus. Alors, soit vers l'avant, soit le long du corps, mais d'avoir les bras bien tendus. Quand ils sont vers l'avant, de les avoir bien collés à la tête. Autre élément important, alors qui favorise aussi votre confort, c'est d'avoir la tête baissée. Vous avez un crâne arrondi, bah, il a une meilleure pénétration dans l'eau que votre visage. Un des éléments essentiels qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est d'avoir un buste à l'horizontale. Pour ça, il faut avoir un lestage adéquat. Donc évidemment, si j'ai un buste un peu vers le haut ou un peu vers le bas, parce que soit je suis en sous-lestage, soit en sur-lestage, et si éventuellement un lestage qui n'est pas assez bien réparti sur mes épaules, bah, si vous êtes en position de travers, bah, au final, vous allez, en avançant à l'horizontale, bah, vous allez avoir, c'est comme si vous, j'exagère un peu, mais c'est comme si vous étiez un mur et vous essayiez d'avancer dans l'eau. Évidemment, il faut mieux avancer le mur avec la tranche qu'avec la face. Et ben, c'est pareil pour votre corps. Plus vous mettez en confrontation avec l'eau dans votre avancée que une surface qui est finalement à peu près celle de votre tête, ben, moins il y a de frottement. Plus vous êtes incliné, plus il y a de frottement. Autre élément important dans votre déplacement, c'est l'axe du palmage. Votre palmage, il doit être lié à vos hanches et de manière associée, il faut éviter, on vous le dit souvent, de plier les genoux. Pourquoi? Parce que quand vous pliez les genoux, bah, vous vous retrouvez avec les genoux en fait, la cuisse qui vient en confrontation avec le déplacement d'eau que vous générez et qui crée des frottements. Donc, le mouvement des palmes est associé plutôt à un mouvement des hanches qu'à un mouvement des genoux. Votre palmage, c'est pas au niveau des genoux que ça se passe, c'est au niveau des hanches. Avec les genoux bloqués, alors pas complètement bloqués à 100%, mais quasiment bloqués. C'est la même chose au niveau des chevilles, même si je l'ai pas, si je l'ai noté aussi. Pareil, vos chevilles aussi nécessitent d'être relativement bloquées, pieds tendus. Ensuite, ce qui va générer votre avancée, la réaction de l'eau qui va vous faire avancer, c'est évidemment la pression de vos palmes dans l'eau. Et pour avoir une avancée rectiligne et horizontale, il faut faire attention d'avoir un palmage équilibré entre la palme qui monte vers le haut et celle qui descend vers le bas. Bien souvent, on a tendance à pas assez avancer la palme qui va vers l'avant par rapport à la palme qui va vers l'arrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux poussées lorsque vous faites des mouvements de jambes. Cette poussée-ci vers le haut et un peu vers l'arrière liée à la palme qui monte vers le haut, et cette poussée-ci pour la palme qui va vers le bas. Et c'est la somme de ces deux poussées, de ces deux actions qui crée une action à l'horizontale qui va vous créer la réaction dans l'autre sens, la réaction inversée, qui va vous permettre d'avancer. Donc si vous avez un déséquilibre entre je pousse plus vers le haut que je ne pousse vers le bas, eh ben vous allez avoir tendance à descendre vers le bas et à vous coller vers le fond. Ça ne vous rappelle pas des choses, je me colle au fond et je suis obligé de remonter en permanence.
C'est sans doute parce que vous poussez plus vers l'arrière que vous ne poussez vers l'avant. Donc, pensez à vous forcer, au moins dans un premier temps, à pousser autant vers l'avant que vers l'arrière pour créer un déplacement à l'horizontale et pas créer un déplacement vers le bas. Après, ce qui va vous faire avancer le plus à l'horizontale, c'est le fait que l'amplitude de votre palmage va être forte et va générer une courbure de vos palmes. Si vous faites des petits mouvements de palme sans trop d'amplitude, votre palme s'incurve pas beaucoup, ne pousse pas beaucoup sur l'eau et pousse à plutôt une poussée dans le sens vertical, enfin un petit peu vers l'arrière quand même, parce que j'exagère un petit peu mes flèches pour que vous compreniez bien l'exemple. Mais vous comprenez que la poussée de vos palmes, en poussant, en levant la jambe d'un côté ou en baissant de l'autre, vous levez vers le haut, vous descendez vers le bas, donc la poussée aurait tendance plutôt à être verticale vers le bas ou vers le haut. C'est l'effet de la courbure de vos palmes qui fait que votre poussée verticale en levant la jambe ou en la baissant dans l'autre sens se transforme en une poussée horizontale. C'est la courbure de votre voilure qui crée ce report de la poussée vers l'arrière plutôt que vers le haut. Et donc, c'est bien en ayant le plus d'amplitude possible sur vos palmes que vous allez créer cet effet d'arc sur vos palmes qui va générer la poussée plus vers l'arrière que vers le haut. D'où l'importance d'une forte amplitude pour favoriser la courbure des palmes par rapport à une faible amplitude qui ne favorise pas la courbure des palmes. Avez-vous compris tous ces enjeux? Y a-t-il des questions sur cette présentation? Alors, il y a une question, ouais. Il y a une question de Julien. Oui. Tu peux la poser, Julien, si tu veux. Vas-y, je te laisse poser la question. Pardon. Point numéro 2, tête baissée, ok. Pourquoi les yeux fermés ou mi-clos? Ah, j'écris ça? Oui. Oui, je l'ai écrit, mais oui, je l'ai effectivement bien vu. Alors, ça n'a rien à voir avec la propulsion. Ça a à voir avec votre relâchement et votre concentration. Votre capacité à vous relâcher et donc à préserver votre consommation d'oxygène également. C'est un conseil. Alors évidemment, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais c'est ce que je pratique moi. La plupart du temps, j'ai eu les yeux quasiment fermés, mi-clos, voire complètement fermés, et j'ouvre un œil, le gauche. Je sais pas pourquoi c'est le gauche, moi c'est le gauche, régulièrement. Et ça me permet de voir si je suis dans mon alignement. Alors, ce conseil-là, il vaut que si vous avez au préalable mis en avant tout le reste. Parce que si vous nagez pas droit parce que vous palmez trop fort d'une jambe par rapport à l'autre, et ce qui va vous faire tourner vers la droite ou vers la gauche, si vous montez vos palmes trop vers l'arrière, pas assez vers l'avant et que vous avez tendance à aller vers le fond, bah évidemment, vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts pour pouvoir régulièrement vérifier par rapport à votre ligne d'eau si vous allez droit. Et finalement, c'est au fur et à mesure de votre apprentissage que le fait que vous allez pouvoir plus facilement fermer les yeux. En même temps, je dirais que si vous avez tout le temps les yeux ouverts, vous ne vous rendez pas compte que vous compensez systématiquement votre palmage entre la pression de la jambe droite, la pression de la jambe gauche et ainsi de suite, et vous arrivez à suivre la ligne sans vous rendre compte qu'en fait, finalement, dans votre palmage, vous compensez pour garder une ligne droite. Quand vous avez les yeux fermés,
Bah, quand vous allez les rouvrir, si vous n'avez pas palmé droit, vous allez tout de suite vous rendre compte que vous êtes parti vers la droite, vous êtes parti vers la gauche, vous êtes parti vers le bas ou vous êtes parti vers le haut. Les yeux ouverts, vous compensez en permanence. Donc, tenter les yeux fermés de temps en temps, ça vous permet de voir si vous avez une bonne cinétique, une bonne avancée dans l'eau. Mais bon, pour le principe, c'est plus pour se décontracter que ça peut être utile également de fermer les yeux. D'autres questions? Pas d'autres points. Bon, toute cette gestuelle, hein, on vous donne des conseils régulièrement en bassin, notamment pour ce qui est de la flexion des genoux et ainsi de suite. Bon, l'idée du cours, c'était que vous compreniez pourquoi on vous dit mettez pas les genoux en avant. On aurait tendance à dire bah attends, moi quand je fais du vélo, c'est bien en pédalant et en fléchissant les genoux que j'arrive à avancer. Non, oui, c'est vrai pour lorsque vous faites du vélo, mais c'est pas vrai lorsque vous faites de l'apnée. Faut savoir que pendant la phase où vous fléchissez les genoux, votre mollet, votre partie basse, eh ben, elle exerce zéro pression sur l'eau, parce qu'elle va être plus à l'horizontale. Et en plus, vous mettez votre cuisse en opposition avec votre déplacement. Et en fait, c'est bien en gardant les jambes le plus tendues possible, même s'il y a une petite souplesse quand même à avoir au niveau des genoux, c'est bien en gardant les jambes tendues que vous allez pouvoir créer une pression forte sur vos palmes et générer la courbure qui va permettre de faire que la puissance que vous développez soit crée un effet de poussée vers l'arrière et pas un effet vers le haut. Et puis finalement, avancer le genou et le remonter, ben, c'est pas ça qui vous fait avancer, quoi. Ça crée pas d'action sur l'eau. Ça fait juste vous moulinez, quoi. C'est clair? Alors, j'avance et ça va aller plus vite. Donc les erreurs fréquentes, je l'ai évoqué. Les bras fléchis, les mains non tendues, la tête relevée, les genoux fléchis, les chevilles fléchies. Tout ça, ça génère des frottements, ça génère plus de frottements, ça génère moins d'appui sur l'eau, ça génère moins de courbure de palme et du coup, ça génère moins de propulsion. C'est l'amplitude du palmage autant aussi important vers le bas que vers le haut. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis un moins. Et c'est aussi le mauvais lestage, ce dont on a parlé la semaine dernière. C'est l'amplitude du palmage qui va être important et notamment vers le bas. Si vous êtes si vous avez pas un développement aussi important vers le bas que vers le haut, si en plus vous avez un mauvais laissage, bah, tout ça, ça crée un déséquilibre dans l'axe de votre avancée. Ça crée un plaquage vers le fond, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et évidemment, ça va vous conduire à générer un effort pour remonter et compenser. Et ces efforts-là, bah, ce sont des efforts que vous ne conduisez pas pour aller à l'horizontale, mais pour vous stabiliser en termes de hauteur. Voire vous stabiliser en termes de déplacement vers la droite ou vers la gauche si vous vous appuyez plus sur une jambe que sur l'autre. En monopalme, j'ai pas fait les schémas. Ça manque d'articulation dans tout ça. Il faut voir que c'est un peu compliqué pour ma part de faire ces schémas en monopalme. En sans palme, même chose. Donc on verra ça plutôt en piscine. Mais il faut comprendre que sur le principe, il y a un certain nombre de choses qui sont équivalentes. La fluidité dans l'eau, le fait d'être bien droit, d'avoir des pressions aussi fortes sur la partie haute que vers la partie basse pour avoir une poussée horizontale. Tout ça, c'est important dans vos déplacements en monopale pour ceux qui pratiquent la monopale, mais c'est pas quelque chose qu'on fait de manière très fréquente. En sans palme, c'est plus compliqué que ça.
En termes de schéma, je ne me suis pas aventuré à ça, c'est vraiment trop compliqué. Vous voyez, là, vous avez là mon pantin désarticulé, c'est celui que j'ai créé pour pouvoir faire ces schémas. En 100 palmes, c'est un peu compliqué à mettre en évidence. Donc on verra ça plutôt dans les bassins. On verra aussi dans les bassins, et on l'a déjà vu pour un certain nombre, on le voit régulièrement, la technique du virage, qui elle est aussi importante pour se relancer, ne pas s'arrêter en se claquant en s'arrêtant sur le mur et bien se relancer une fois le virage réalisé. J'en arrive au dernier slide. Dans les facteurs d'amélioration pour une propulsion efficace, un point essentiel que j'ai évoqué dans cette intervention ce soir, c'est l'économie d'énergie. Donc, on l'a évoqué dans l'immersion. Savoir s'immerger et faire son virage efficacement, c'est des moments particuliers où on peut dépenser beaucoup d'énergie sans s'en rendre compte. Et donc, c'est important de prendre en considération et de progresser sur ces moments-là pour gagner en efficacité dans l'usage de l'énergie qu'on a à dépenser, surtout quand on est en apnée. J'ai évoqué le fait de réaliser des mouvements amples et réguliers. Ça, c'est pour favoriser la poussée, la courbure des palmes que vous avez là sur cette photo. On a déjà évoqué la semaine dernière le fait d'être bien lesté pour être à l'aise à profondeur d'évolution, mais c'est aussi pour mieux profiter de la glisse, puisque si vous avez un déséquilibre vertical, si vous êtes penché, ben vous allez évoluer de manière penchée, soit la tête vers le bas, soit vers la tête vers le haut, et vous créez une obstruction vis-à-vis de l'eau et vous créez des freins qui vont vous limiter dans les distances que vous allez réaliser. Donc c'est là tout l'intérêt de ce qu'on a vu la semaine dernière sur le lestage. Dans vos marges de progression, pour réduire les frottements, vous avez donc la possibilité d'améliorer votre hydrodynamisme. Ça passe par le lest qu'on a pu évoquer. Ça passe aussi par l'usage d'une combinaison pour ceux qui ont envie d'investir dans une combinaison et l'usage du lest associé. Ça peut passer aussi par l'usage du masque qui crée aussi des frottements. On a parlé des coudes, des genoux et des chevilles pliés. Donc, travaillez, concentrez-vous des fois dans votre palmage sur je garde mes genoux tendus, je garde mes chevilles tendues et au niveau des bras, je fais en sorte d'avoir les bras bien allongés le long du corps, la tête baissée et éviter tous les mouvements parasites, y compris les mains. Alors ça, je peux me le dire à moi aussi parce que j'ai repéré que j'ai un petit mouvement de main de la main gauche qu'il faudrait que je réussisse à enlever. Et bien sûr, au-delà de cette économie d'énergie que vous allez pouvoir conduire dans votre virage, dans votre immersion et dans l'évitement des frottements, un des points essentiels pour utiliser efficacement votre puissance physique. C'est ce qu'on a vu dans le cours sur la ventilation, c'est évidemment de bien ventiler et de bien préparer son apnée au préalable, parce qu'évidemment, si vous partez chargé en CO2, si vous partez pas bien oxygéné, si vous n'avez pas rempli vos poumons, ben, votre puissance physique, elle va s'atténuer rapidement. Un des points essentiels, c'est de choisir des palmes adaptées à votre morphologie, à votre puissance. Donc, ça va être aussi la longueur des palmes va aussi jouer dans la possibilité d'améliorer votre efficacité du palmage. Vous aurez compris tout à l'heure que c'est la courbure qui va vous permettre de créer une action le plus possible à l'horizontale et donc une réaction le plus possible à l'horizontale. Évidemment, avec des palmes plus longues, plus souples, qui se courbent plus facilement, vous allez plus facilement réussir à avoir une propulsion à l'horizontale plutôt qu'avec des palmes courtes et rigides. Et puis un facteur essentiel
que vous aurez sans doute repéré pour clôturer sur le sujet, que vous aurez surtout sans doute repéré quand j'ai évoqué les filières énergétiques. Pour pouvoir avoir une puissance physique optimale, vous aurez bien compris qu'il faut bien s'alimenter en préalable à votre pratique de l'apnée. Donc, bien boire pour bien hydrater vos cellules, bien vous alimenter pour avoir des nutriments requis, et notamment le fameux glucose dont vous allez avoir besoin, mais pas seulement, parce que si ça se limitait au glucose, il suffirait de manger du sucre, mais c'est pas le cas, il y a besoin de plein d'autres éléments. Il est nécessaire aussi de bien récupérer, puisqu'on a vu que pour les filières énergétiques courtes, elles reposent sur le fait qu'on ait du glycogène dans son corps. Et pour que produire du glycogène, il faut avoir le temps d'avoir des phases de repos. Parce que une fois qu'on a fait, je sais pas moi, si je vais courir un marathon, il va me falloir quelques jours pour me recharger en glycogène autour de mes muscles, pour être en capacité, pour les activités suivantes, d'avoir de la performance. Et donc, pensez que, y compris pour faire de l'apnée, l'entraînement, c'est important, mais il faut être aussi bien reposé pour pouvoir être efficace lors de nos activités d'apnée. Voilà les conseils que j'avais à vous apporter sur la propulsion. Et si vous avez encore quelques questions, je vais les accepter, arrêter le partage et poursuivre. Vous remercier pour votre attention et poursuivre les dernières questions avant de clôturer cette session. Alors, pourquoi les yeux? Ouais, maintenant que c'est bon, il n'y a pas d'autres questions écrites. Y a-t-il des questions qui se posent à la volée? Tout le monde est encore là? Tout le monde m'écoute? Vous rallumez tous votre vidéo qu'on puisse vous voir, qu'on puisse savoir qui suit encore ou qui est endormi. Ah, je veux que tout le monde rallume tous. Oula, il y en a un paquet qui ne rallument pas leur écran, là. Il n'y a plus personne qui écoute ou quoi? Martin, Claire, Aude, vous avez? Julien, Baptiste, waouh! Je suis là. Bon, je vous ai endormi ce soir? Non, non, c'était bien. J'arrive pas à allumer ma vidéo, mais... Alors bon, vous avez vu, hein, il y a une limite à tous ces schémas. C'est un peu compliqué, notamment pour la propulsion. Déjà en bipalme, c'est pas forcément simple avec les schémas, les pantins articulés là, que je vous ai fait. Le mieux, c'est de regarder des vidéos, mais en vidéo, les vidéos, ça passe mal, donc je vous ai pas proposé des vidéos ce soir. Le mieux, c'est en bassin aussi, que vous pouvez écouter nos conseils. Ce que je vais faire, c'est que après, bon, je vous enverrai le lien vidéo de cette session de ce soir. Je vous enverrai aussi quelques vidéos que j'ai faites l'année dernière, je crois, pour un certain nombre d'entre vous, qui vous montreront les défauts des uns et des autres. Et je vous enverrai les vidéos avec les commentaires que j'avais fait aux personnes pour lesquelles j'avais fait ces vidéos. Et comme ça, vous pourrez essayer de regarder un petit peu les différentes erreurs qui apparaîtront dans ces vidéos et vous dire, ah bah oui, effectivement, il a le genou un peu plié, ah bah oui, effectivement, il a les talons, enfin, une amplitude qui est passée vers le bas par rapport à celle vers le haut, et ainsi de suite. Je vais vous envoyer ces quelques exemples vidéo. J'espère que ça ne gênera pas les apnéistes concernés. Mais je pense que ça peut être instructif pour
pouvoir les voir. Et peut-être que si on a le temps, Philippe, on essaiera de voir aussi sur la session où on sera tous ensemble en présentiel pour l'évaluation, en introduction, parce que là, on pourra les montrer, les vidéos, et puis ce qui sera plus facile, et les commenter en direct. Ça marche. Alors, j'ai des merci, bonsoir. J'ai des c'était très clair, c'est super. Pas de caméra, j'arrive pas à allumer, c'est Julien. Désolé. Bon, au moins Julien, il a réagi. Ça veut dire qu'il était encore parmi nous. Il n'y a plus de questions? Non. J'arrête l'enregistrement. C'était très clair. J'arrête l'enregistrement.